Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari et bonne rupture de jeunes à toutes et à tous. Le laboratoire d'études et de recherche sur les dynamiques sociales et de développement local, LASDEL, a présenté ce matin son rapport d'enquête d'opinion. Cette enquête a été réalisée par l'Afro-Baromètre. Le compte-rendu avec Assama Seydou et Sadoudoumi. Covid-19, vaccins et restrictions des libertés, c'est le thème retenu pour la présente rencontre initiée par le laboratoire d'études et de recherche sur les dynamiques sociales et le développement local LASDEL. Occasion pour le conférencier de faire une brève présentation de l'Afro-Baromètre. Nous avons, à travers l'étude que nous avons menée en milieu urbain et en milieu rural, pour faire ressortir la perception des Nigériens par rapport aux mesures que le gouvernement a prises et la perception des Nigériens par rapport aux vaccins qui ont été développés dans le cadre de cette maladie. Bon, en gros, les Nigériens sont satisfaits en milieu urbain et même rural des différentes mesures que le gouvernement a prises pour réduire la contamination de la maladie. Par contre, ils n'ont pas beaucoup apprécié la fermeture des écoles, surtout sur une longue durée. Après la présentation des résultats restrictifs de la maladie à Covid-19 aux participants à travers l'enquête, le chercheur au LASDEL tire la conclusion suivante. Le contexte où l'enquête a été faite, c'est que les Nigériens ont une bonne connaissance de la pandémie de Covid-19. L'écrasante majorité des gens disent qu'ils connaissent la maladie, qu'ils ont été informés sur la maladie. Et je crois que ça c'est important. Les Nigériens se disent un peu prudents par rapport à la vaccination contre la pandémie de Covid-19. D'une manière générale, les gens connaissent la maladie, mais quand il s'agit de se faire vacciner pour prévenir la maladie, beaucoup se disent pas très favorables. Et en gros, ils font beaucoup plus confiance à la prière pour prévenir la maladie plutôt qu'au vaccin. Ils ont éprouvé beaucoup de difficultés. Ils estiment que le confinement, tel qu'il a été imposé par le gouvernement, a été difficile à supporter. Et même quand beaucoup estiment que cette mesure était quand même nécessaire pour prévenir la pandémie de la Covid-19. Aussi, un thème sur les perceptions des élections de 2020 au Niger était au cœur des échanges. La grande majorité des Nigériens ont montré leur intérêt à participer aux élections de 2020. Évidemment, les enjeux étaient très nombreux, mais aussi on peut estimer que le comportement électoral ou la culture électorale des Nigériens a évolué depuis 1990. Donc beaucoup de Nigériens se sont inscrits au fichier électoral du fait des enjeux que représentaient ces élections et ont tous souhaité des élections libres, contrairement peut-être aux idées reçues. On voit que les Nigériens sont quand même épris de paix, malgré leurs divergences. Ils ont toujours souhaité avoir des élections libres, transparentes et inclusives. Notons que cette enquête a été réalisée par Afro-Baromètre du 29 octobre au 13 novembre 2020 sur toutes les régions du pays. Elle est suivie par visioconférence par plusieurs partenaires. L'ambassade du Pakistan au Niger et l'ONG Muslim Hands ont, à travers l'honorable député El Haj Abdou Boubacar, fils du terroir, apporté un don alimentaire à la population de Tondikandia de la commune rurale de Fandou. 250 personnes ont ce matin bénéficié de ce don dit de solidarité en ce mois béni de Ramadan. Le reportage est de Nafissa Yahaya et Abdou Nasser Seydou. Ils sont 250 hommes et femmes de la commune rurale de Fandou à bénéficier de ce don alimentaire. En effet, ce geste émane de l'ONG Muslim Hands et l'ambassade du Pakistan au Niger. Donc le kit est composé de 4 kg de haricots, 2 pâtes alimentaires, 1 kg de dattes, 3 kg de sucre et 5 litres d'huile. Voilà la composition. Il est destiné aux populations, à la population de Fandou. La population, c'est-à-dire la plus vulnérable. Request we have
request we have received from Alhaji Abdou, Honorable Alhaji Abdou. Le choix de Fandou a été motivé par la demande que l'honorable Alhaji Abdou nous a placée. Nous avons de très bons rapports avec l'honorable Alhaji Abdou et c'est quelqu'un qui a toujours suivi nos activités. Il a pu remarquer nos activités que nous sommes en train d'entreprendre parce que l'ambassade a entrepris ces genres d'activités dans les 6 régions du Niger. Et c'est donc par rapport à cela qu'il nous a demandé si on peut venir aussi intervenir dans son village. Et donc c'est ce qui nous a amenés ici également aujourd'hui pour faire cette distribution de kits alimentaires dans le cadre du mois de Ramadan. So he suggested this village and we accepted this proposal. Issoufou Mayaki Fandou, bénéficiaire de ce don, a au nom de toute la population de Tondikandia remercié l'honorable Alhaji Abdou Boubakar, fils du territoire à travers qui ils ont bénéficié de ce don. Population de Fandou, remercions le Tout-Puissant pour avoir mis l'honorable Alhaji Abdou Boubakar sur notre chemin. Abdou Boubakar amandinyi tondi kanjaga Fandou boray mo kulu kan kokoro tedi tondi kanjali ko bal barka dam borayga. Au nom de toute la population de Tondikandia, nous le remercions, lui et ses partenaires, pour ces nobles gestes. Ce geste combien important des partenaires de l'honorable Alhaji Abdou Boubakar vient à point nommé soulager la population vulnérable de Tondikandia en ce mois de partage, le Ramadan. L'occasion a été saisie par les participants à cette cérémonie pour se retrouver sous la tombe du défunt président, le général Seyni Kounché, où une fatia a été dite pour le repos de son âme. Rubrique Ramadan, elle est consacrée à l'aumône, un acte très recommandé par l'islam, surtout pendant ce mois béni de Ramadan. Plus de précisions avec le prédicateur Haladou Yahya. Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de ceux qui donnent ouvertement ou en cachette. Le plus important en donnant, c'est de respecter un des piliers des jeûnes, le tout premier, un des 2 piliers, c'est-à-dire l'intention. Il faut purifier son intention. Quand on donne, même si c'est télévisé, il faut qu'on le fasse dans l'esprit de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, de le faire à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, pas pour se faire voir, pas pour qu'on apprécie. C'est en ce moment, le prophète Mohammed, c'est en ce moment que ça tient lieu. D'actes que Allah peut agréer, que Allah subhanahu wa ta'ala peut récompenser. Et c'est dans le même ordre d'idée, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'acte ne vaut que par son intention. Donc donner en publiant, c'est pas mauvais. Toujours est-il que il est aussi recommandé de donner avec la main droite en toute discrétion sans que la main gauche ne le sache. Ce qui est visé dans toutes les actions de l'islam, dans tout accomplissement de bonnes œuvres, ce qui doit être visé, c'est la face d'Allah, c'est la récompense de Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le fait de lui plaire, c'est le fait que nous épargne donc de certaines choses, de le faire par crainte et espoir de Allah subhanahu wa ta'ala. Pour certaines actions comme la prière de nuit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui prie la prière de nuit avec crainte et espoir de récompense de Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala va lui pardonner ses péchés. C'est une preuve déjà qu'une bonne œuvre doit être précédée d'une bonne intention, viser l'adoration de Allah subhanahu wa ta'ala exclusivement à travers. Les nouvelles autorités de la ville de Niamey ont été installées hier 28 avril 2021 avec à leur tête Oumarou Moumouni Dogari. Alors, quelles sont les attentes des citoyens de ces nouvelles autorités? Quelques citoyens se sont exprimés en ces termes. On les écoute. C'est très bien, ça dénote du parachèvement, si on peut le dire, du processus électoral. Il ne faut pas perdre de vue que ça fait longtemps que les Nigériens demandaient, presque exigeaient l'élection des élus locaux.
parce que seul un élu est redevable vis-à-vis des citoyens. Celui qui n'est pas élu n'est pas redevable. Il va faire ses actions, mais il n'est pas redevable. Il n'y a pas un principe de redevabilité. Donc, partant de ce principe, c'est une excellente chose de voir le parachèvement du processus démocratique. Maintenant, en tant que citoyen de la ville de Niamey, il y a un certain nombre de préoccupations. Avant ces préoccupations, il faudrait regarder l'architecture de ce bureau-là. Il y a déjà une femme dedans, c'est intéressant. C'est à saluer et aux hommes de la faire participer dans toutes leurs actions et à elle aussi d'occuper sa place. Et maintenant, quand on regarde quand même la ville de Niamey a pris une belle ampleur. Si on peut dire Niamey est devenue coquette, Niamey et Niala, le plus important c'est une œuvre de construction humaine. Donc ça se fait de génération en génération, de régime en régime. Chacun fait son mandat. Le plus important est qu'ils disent que l'histoire doit retenir son nom de la plus belle des manières. Et si on regarde la ville de Niamey, il y a un souci de caniveau. C'est par ça qu'il faut d'abord commencer. Il faudrait bien regarder la question des routes aussi, l'accessibilité par rapport à où se trouvent les citoyens. Maintenant, pendant la saison des pluies, qu'on s'occupe de notre sort premier, c'est-à-dire que les moustiques qui nous dérangent, qui sont devenus pratiquement 12 mois sur 12, il faudrait bien qu'on combatte ces moustiques-là à travers la propriété de la ville. La bonne gouvernance d'abord dans la gestion des affaires de l'État, parce que c'est les affaires de la communauté. Je pense que c'est ce qu'on peut attendre. La bonne gouvernance suppose quoi? L'investissement bien approprié, et défendre les intérêts des populations, et secourir les démunis. Les attentes avec les nouveaux autorités de la ville de Niamey, nous souhaiterons qu'ils puissent au moins voir avec sérieux les problèmes qui se posent au niveau de la communauté urbaine de Niamey. Même si c'est un ancien, ils connaissent bien la situation de la ville de Niamey. Moi, je pense qu'elle est très bonne pour lui, parce que la population de Niamey, ils ont fait un effort, ils ont montré que vraiment ils ont besoin de lui. Le choix qui a porté sur M. Omar Dogari, je pense que ce n'est pas un hasard. C'est un monsieur qui a été aux affaires. Il a fait ce qu'il a pu faire. Tout n'était pas rose comme on dit. Mais j'estime que l'expérience qu'il a eue à engranger lui permet de faire mieux que par le passé. Aujourd'hui, les difficultés de la ville de Niamey, tout le monde le connaît. Nous avons des problèmes de lutte. La saison pluvieuse qui doit être un moment de bonheur est souvent un moment de calvaire. Parce que d'un quartier à un autre, la traversée est difficile, voire impossible. Tout le monde a vu la saison pluvieuse 2020, ce que les pluies et les eaux du fleuve ont fait dans la capitale Niamey. Je pense que des dispositions idoines doivent être prises et à temps réel pour que plus jamais de situations pareilles. Et on se rappelle, il y a de cela quelques jours, les classes en paillettes ont brûlé comme des choses inutiles. Des pertes en vies humaines ont été enregistrées. Je pense que le commandant mortel a compris que cela était une très mauvaise chose et plus jamais ça. Pour que cela soit une réalité, il faut que les autorités s'investissent à plus d'un titre pour aider à construire des classes et des classes en maturité définitive pour que nos enfants, nos élèves et nos enseignants ne meurent pas comme des mouches. Et dans l'un comme dans l'autre cas, cela ne serait possible que lorsque il y a la bonne gouvernance. Il faut bannir le tribalisme, le clanisme, la démagogie et tout autre travers qui peut être de nature à nuire au bon fonctionnement de l'administration. Nous pensons que si les uns et les autres se forcent d'aller dans cette direction, les choses vont changer de manière très positive. Les centrales syndicales s'activent dans les préparatifs de la fête du 1er mai qui se tiendra le samedi prochain. La principale préoccupation de ces centrales est la réussite du défilé du jour. Reportage. Dans quelques heures, les travailleurs du monde entier vont commémorer les événements tragiques de Chicago. Une commémoration qui se matérialise à travers un défilé et la remise des cahiers de doléances des travailleurs au ministre en charge du travail. Au Niger, les centrales syndicales sont à pied d'œuvre pour que la fête soit belle.
Pour cette édition 2021, 4 centrales syndicales regroupées au sein de l'intersyndicale des travailleurs du Niger ITN nouvelle formule, à savoir la CGSL Niger, la CNT, l'USPT et l'USTN, vont défiler ensemble pour marquer ce 135e anniversaire. Nous nous sommes entendus, vous savez, il y a de cela 3 mois, que 4 centrales syndicales représentatives se sont unies pour créer l'intersyndicale des travailleurs du Niger ITN. Le fait que nous soyons déjà unis dans une confédération, pourquoi ne pas faire un défilé commun? Et c'était une décision que l'ensemble des 4 secrétaires généraux ont pris et qui a été saluée par l'ensemble des militantes et militants de ces 4 centrales syndicales. Donc cela veut dire que le 1er mai, Inch'Allah, nous allons défiler ensemble à la place le regroupement se fera au niveau du rond-point Morey pour converger vers la place de la concertation. Compte tenu justement du carême, mais vraiment de cette, cette décision, la chaleur aussi, et puis il faut comprendre, nous sommes dans une mesure un peu restrictive compte tenu du Covid et l'état d'urgence sanitaire, donc nous nous sommes dit que nous n'allons pas faire des grandes distances. Nous nous sommes dit qu'au niveau de la CNT, nous allons nous regrouper au niveau de l'ex-corps, actuellement à Dad Khalid, pour faire rond-point Morey et place de la concertation. C'est ainsi que toutes les autres confédérations aussi ont choisi un point de regroupement non loin du rond-point Morey pour converger ensemble vers la place de la concertation. Donc ceci dit, le discours commun des 4 centrales, parce qu'on a décidé de faire un discours commun, il est déjà prêt, il est parti dans des régions et nous-mêmes nous l'avons. Concernant la CNT spécifiquement, notre pagne est déjà prêt. Nous l'avons envoyé déjà en région, y compris les discours et tout. Donc c'est vous dire que véritablement nous sommes fin prêts. Le journal, actuellement est en imprimerie, au plus tard, Inch'Allah, demain il sera livré et nous ferons en sorte pour l'envoyer au niveau de toutes les régions. À la Confédération nigérienne des travailleurs du Niger, CDTN, tout est fin prêt également. Les différentes activités prévues et qui sont celles-là même qui sont réalisées même par le passé sont presque terminées. Il s'agit de l'édition des pagnes avec le logo de notre confédération. Nous avons déjà réceptionné les pagnes et ces pagnes sont en vente ou en distribution aussi bien à Niamey qu'à l'intérieur du pays. La deuxième chose importante que nous faisons à l'occasion du 1er mai, c'est bien sûr la rédaction ou l'édition de notre journal La Voix du Travailleur. Et en principe, aujourd'hui même, nous irons en imprimerie pour le tirage de notre journal La Voix du Travailleur, qui sera aussi distribué aussi bien à Niamey qu'à l'intérieur du pays. La troisième activité importante, c'est bien sûr l'élaboration du cahier de doléances des travailleurs. Et ça aussi, je dois vous dire que nous avons déjà adopté le cahier de doléances qui sera remis au gouvernement le 1er mai, Inch'Allah. Et la 4e activité que nous connaissons ou que nous organisons, c'est bien sûr le défilé des travailleurs. Et ce défilé, cette année, nous avons pensé innover compte tenu du mois du Ramadan et compte tenu des fortes chaleurs qui s'abattent sur notre pays. Pour le cas de Niamey, nous avons décidé de raccourcir l'itinéraire en partant à partir du rond-point premier échangeur et atterrir à la devanture du stade général Seydou. Nous avons tenu les différentes réunions de mobilisation avec les syndicats affiliés, avec aussi les différentes sociétés autres qui défilent dans nos rangs. Et nous sommes convaincus que la mobilisation aussi sera à rendez-vous, malgré le contexte climatique difficile, c'est-à-dire les fortes chaleurs. L'année dernière, le défilé n'a pas eu lieu pour raison du Covid, mais cette année, malgré la forte chaleur et le jeûne du mois de Ramadan, les travailleurs vont défiler sur des distances réduites. Clôture cet après-midi de l'atelier bilan sur la campagne d'information et de sensibilisation à l'endroit des femmes et des jeunes pour leur participation effective à des élections apaisées 2020-2021 au Niger. L'atelier organisé par l'ONDPH est sanctionné par un communiqué final, lui ici par Abdou Sunna Issoufou, un des participants. Du 28 au 29 avril 2021, s'est tenu dans la salle de réunion du Centre de formation en gestion des collectivités territoriales l'atelier bilan sur la campagne d'information et de sensibilisation en direction des jeunes et des femmes pour leur participation effective à des élections apaisées
2020-2021 au Niger. Cet atelier de 2 jours, organisé par l'ONDPH, l'Organisation nigérienne pour le développement à la base du potentiel humain, a vu la participation du Protection Niger et du ROACEN sur financement de l'Union européenne, a enregistré la participation des superviseurs régionaux de l'ONDPH, des experts associés, du commissaire de la CENI, des représentants des ONG et associations membres du ROACEN et du Protexo, des communicateurs et des artistes, des blogueurs. La cérémonie d'ouverture officielle a enregistré l'intervention du président de l'ONDPH qui a situé toute l'importance de la nécessité de suivre et faire le bilan de la mise en œuvre des activités planifiées et exécutées en réponse aux appels d'offres de l'Union européenne et d'apprécier au passage le travail abattu par les différents acteurs ayant intervenu dans la mise en œuvre de ce projet, chacun dans sa sphère de compétences. Il s'agit d'une auto-évaluation d'un projet de 6 mois mis en exécution par 288 animateurs, superviseurs et blogueurs, les 2 caravanes qui ont fait le tour du Niger afin de constater ce qui est fait dans les 72 départements que comporte le Niger. Durant les 2 jours, les interventions multiples se sont succédées, allant des projections des films documentaires, des présentations, des rappels de certaines initiatives majeures de renforcement de capacités et des forats d'échange. À l'issue de cet atelier, les participants ont fait des recommandations et des motions de remerciement. Fait à Niamey le 29 avril 2021. Parlons de littérature dans cette édition et c'est pour s'enquérir de la situation des entreprises culturelles de la filiale du livre, c'est-à-dire la maison d'édition. Ce secteur est confronté à des problèmes multiples. Reportage à Ismaël Moumouni et Halidou Bouraima. Entreprise culturelle de la filiale du livre, la maison d'édition, a pour fonction d'identification d'un manuscrit pour un projet d'écriture de manuel, faire une étude de faisabilité, chercher un financement pour la réalisation du livre, mais aussi assurer sa commercialisation. Ce secteur est confronté à d'énormes problèmes. Notre pays, le Niger, est devenu un carrefour de piratage des œuvres littéraires, des manuels scolaires. Ça fait plus de 10 ans, nous rencontrons des livres piratés, utilisés par des élèves, des enseignants et des structures, et même l'État en commande. Alors, ce qui est surprenant, c'est ces commandes des œuvres piratées qui se font en Chine ou en Inde, rentrent au Niger. C'est des centaines de conteneurs, ou bien disons des dizaines de conteneurs qui passent par une frontière bien précise et sans pour autant demander à ces propriétaires de donner un papier attestant effectivement que l'éditeur du Nord ou bien du Sud a accepté qu'on imprime ces ouvrages. De telle sorte que ces produits nous créent des concurrences sur le marché. Par exemple, un produit piraté, le commerçant du livre qui a piraté un ouvrage, il ne tient pas compte des droits d'auteur, il ne tient pas compte des frais du prix du revenu du livre dans la rédaction, dans la composition, et lui, il va tenir compte uniquement du prix de reproduction. Pour sauver ce secteur qui agonise, le président du réseau des éditeurs du Niger lance ce cri de cœur. Au Niger, par exemple, il y a beaucoup de maisons d'édition dont les acteurs, effectivement, sont même des formateurs des maisons d'édition de l'extérieur. Donc, on a vraiment une compétence au niveau des maisons d'édition, en tout cas au Niger, que ce soit en langue nationale
et dans le domaine vraiment du manuel scolaire. Mais ce qui a manqué, effectivement, c'est une politique nationale. Aujourd'hui, au Niger, aucun roman d'un auteur nigérien n'est au programme. Aucune œuvre. Et aucun manuel, que ce soit parascolaire ou bien livre d'élèves d'une maison d'édition nigérienne, n'est au programme au Niger. C'est gênant. C'est gênant qu'on doit enseigner, qu'on doit apprendre aux élèves la lecture en classe, alors qu'ils n'utilisent pas vraiment des œuvres, enfin, ils ne sont pas attirés par la lecture des romans ou bien une politique de lecture au Niger. Je pense que l'enfant doit apprendre dans son environnement. Ces entreprises culturelles de la filiale du livre sont en train de fermer leurs portes au Niger par manque de soutien, mais également à cause du piratage du livre, qui est devenu un véritable fléau. Dans tous les pays de la région sahélienne, le pastoralisme est une activité importante. Les pasteurs et les agro-pasteurs représentent des millions de personnes. Ces dernières années, il fait face à plusieurs défis, dont celui de la sécurité. Selon le président du réseau des organisations paysannes et des producteurs agricoles de l'Afrique de l'Ouest, Rupa Ibrahim Koulibaly, l'élevage est un des secteurs importants dans les économies sahéliennes. Si l'élevage est perturbé, c'est tout le Sahel qui va le ressentir, explique-t-il. Ibrahim Koulibaly au micro du studio Kalangou. Et vous savez, cette complémentarité entre le Sahel et les régions sud a toujours existé. Et parce que, vous savez, on n'a pas les moyens d'acheter l'aliment bétail pour les 20 millions de bovins qui circulent dans cet espace-là. Personne ne peut les nourrir artificiellement. Donc on ne peut les nourrir qu'avec les pâturages naturels. Et ces pâturages naturels existent dans l'espace. Mais c'est qu'on n'a pas, vous savez, on a une sorte de schéma d'intégration, mais on n'a pas une vraie intégration. Les Béninois doivent comprendre que les Nigériens, les pasteurs nigériens ne sont pas leurs ennemis. Au contraire, le bétail nigérien pourrait amener des tonnes de fertilisants pour les sols du Bénin. Et ils vont juste consommer du pâturage qui est là, qui va de toute façon se dégrader, pourrir. Donc, c'est l'intelligence qui doit primer. C'est la même chose pour le Mali et la Côte d'Ivoire, ou le Niger, le Ghana, tout cet espace, ces pays qui ont 2 saisons de pluie, alors que nous, on n'a que même pas 3 mois de pluie par an, nous, Sahéliens. Donc, si l'intelligence prévaut, si des dialogues francs sont faits, si des espaces, des vrais investissements bien ciblés, en préparant des gîtes d'État pour qu'il n'y ait pas de destruction sur les passages, des espaces où des pâturages soient bien délimités, je vous assure que tout le monde y gagne. Vous savez, le seul bien que possèdent nos communautés, c'est les terrains. Donc, nos États doivent élaborer des législations foncières qui reconnaissent que les communautés ont des droits sur leurs terres. Et donc, on doit leur reconnaître ces droits-là de façon permanente. Si on fait cela, on crée les conditions d'un investissement à long terme dans la terre. Parce que les gens ne peuvent pas investir dans des terres où ils n'ont qu'une propriété garantie. Donc, c'est ça qui permet vraiment de créer des unités de production très solides qui vont produire mieux, plus et pour une longue période. Donc, la question des accaparements des terres doit être combattue par toutes les autorités politiques. Au niveau des pays en Afrique, on doit avoir des législations au niveau régional, au niveau communautaire, notamment de la CEDEAO, qui combattent cela. Si les communautés d'éleveurs perdent leur seul capital, qui est leur troupeau, je vous assure, l'insécurité ne va pas s'arrêter. Donc c'est une question qui a un lien étroit avec la question de l'instabilité dans la région aujourd'hui. Il faut qu'on trouve des moyens rapides pour qu'on puisse sécuriser le bétail qui reste entre les mains des communautés d'éleveurs, qui puissent garder ces cheptels-là. Parce que l'élevage, c'est un des secteurs les plus importants dans les économies sahéliennes. Donc si l'élevage est perturbé, c'est tout le Sahel qui va le ressentir. C'est ça qui assure notre sécurité alimentaire, par la production du lait, de la viande et par la fertilisation des sols. Il y a énormément d'enjeux économiques. Donc pour moi, il faut que véritablement les États prennent cette question à bras le corps, qu'on crée des espaces de stabilisation pour que le bétail ne puisse pas être accaparé. Voilà, mesdames, messieurs, ici prend fin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et excellente soirée en compagnie des programmes de la télévision Labari.